Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du vendredi 2 avril 2021 de notre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo. Et pour décrypter et analyser l'actualité informatique et télécom de la semaine, je suis donc, comme chaque vendredi, en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence tout d'abord par un projet, en tout cas une initiative Microsoft qui s'appelle Project Réunion et comme son nom l'indique plus ou moins, j'allais dire, vise à réunir, regrouper l'ensemble des frameworks de développement Microsoft qui, on le sait, sont nombreux et les développeurs, j'imagine, peuvent avoir un peu de mal à s'y retrouver entre .NET et les autres, pas forcément très simple. Donc c'est une initiative, j'allais dire, qui est importante quand même. C'est ça, c'est une annonce qui avait été faite l'année dernière à l'occasion de Build de 2020. Donc Build, c'est la conférence de Microsoft qui est destinée aux développeurs et donc qui avait fait part de ce projet, comme vous l'avez dit, baptisé Project Réunion en français, en anglais plutôt. Et donc l'idée, c'était, comme vous l'avez indiqué, de fusionner ou réunir les différents frameworks de développement qui sont apparus au fil du temps pour développer des applications Windows. Et il y en a un certain nombre. Donc je dirais qu'il y a les principaux. Il y a Win32 qui succédait à Win16, qui est apparu dans les années 93-94 avec Windows NT et puis Windows 95, puis Windows 2000. Donc celui-là, il est quand même très ancien. Et puis un beaucoup plus récent qui s'appelle UWP, donc en fait c'est en français, c'est Plateforme Windows Universelle, qui est apparu à l'occasion de Windows 10, donc qui, comme son nom l'indique, permettait de développer des applications pour Windows 10. Et donc en fait c'est des mondes qui étaient relativement séparés et qui obligeaient les développeurs à choisir l'un ou l'autre. Et donc, dans le cas de Win2, de Win32, de ne pas pouvoir profiter des avancées qui sont apparues au fil du temps. Donc là, on en est pour l'instant à la version 0.5. Donc je dirais que c'est assez amusant comme dénomination. En fait, 0.5, ça veut dire que c'est pas prêt, c'est pas opérationnel, mais on peut commencer à jouer un peu avec, jouer entre guillemets. Et la version 1, donc la version qui sera réellement disponible et ouverte à tous, sera proposée d'ici la fin de l'année. Donc pour tous nos lecteurs qui souhaiteraient avoir tous les détails de ces annonces, des conséquences que ça apporte, je leur conseille de se reporter à l'article qui est publié dans nos colonnes et qui leur apportera tous les détails. Mais enfin évidemment, ça concerne les développeurs en environnement Windows, qui sont quand même assez nombreux, tant chez les éditeurs de logiciels qu'en entreprise. Donc ça concerne quand même pas mal de monde qui seront impactés par cette annonce. Alors Guy, autre sujet qui concerne beaucoup, pour le coup, là, beaucoup de monde, c'est les problématiques des mots de passe, qui, on le sait, pour beaucoup, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour les RSSI, un vrai problème de complexité, pour pas dire un cauchemar. Et donc, du côté de chez Cisco, on avait racheté il y a 2 ans maintenant un produit qui s'appelle Duo. Et donc là maintenant, ce produit est refactorisé, remis sur le marché sous la marque Cisco pour justement essayer de pallier, trouver une solution simple pour la gestion, en tout cas pour remplacer finalement ces fameux mots de passe. Alors la disparition des mots de passe, on en parle depuis un certain temps. Et ça reste quand même relativement parcellaire, c'est-à-dire ça n'en finit pas de décoller, si je puis dire. Et là, donc, c'est une initiative de Cisco. Comme vous l'avez rappelé, Cisco a racheté une société qui s'appelle Duo Security pour presque 2,5 milliards de dollars. Donc, c'est quand même pas négligeable. Pas négligeable. Et donc, qui va faire. Alors, c'est à l'occasion de Cisco Live. Là encore, c'est une annonce dont la disponibilité est prévue pour le courant de l'année. Et donc, l'idée, je dirais, l'idée de fonctionnement est relativement simple. C'est en fait de combiner les capacités de sécurisation d'un matériel d'un
d'un élément externe. Donc ça peut être soit une clé de sécurité, soit les capacités biométriques d'un smartphone, et de les associer à une solution d'accès aux applications ou aux services. Et donc effectivement, à terme, c'est quelque chose qui permettrait éventuellement de supprimer les mots de passe. Alors vous avez utilisé le mot problématique, moi j'utiliserais plutôt le mot casse-tête, parce que pour être franc, j'ai pas encore trouvé le moyen simple pour gérer ça. C'est quand même très compliqué. Alors Cisco n'est pas le premier hein, à avoir défriché ce terrain-là. Il y a Yubico qui propose des clés de sécurité. Il y a l'Aspas qui propose une solution également. Il y a Idaptive. Donc je dirais qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Bon, Cisco, c'est malgré tout je dirais, c'est un poids lourd, hein, et donc Voilà, bien sûr. on peut penser que s'ils font une annonce dans ce domaine, ça va finir par faire bouger les choses. Mais enfin, en tout cas, c'était espéré parce que vraiment les mots de passe, c'est véritablement un casse-tête dont beaucoup d'utilisateurs ont du mal à surmonter. Et d'ailleurs, on voit bien, d'ailleurs, il y a eu pas mal de reportages suite à des hackings où on voit les mots de passe qui sont indiqués sur des post-it qui sont affichés au mur. Donc, on voit bien, c'est vraiment une solution bon, qui au départ était simple. On avait 3 mots de passe à se souvenir. Aujourd'hui, c'est plutôt 30 ou 50, donc ça devient extrêmement compliqué. Donc, Infernal. une solution qui, espérons, sera opérationnelle et utilisable facilement. Très bien. Alors, il dit autre sujet de la semaine, c'est du côté de chez Oracle qui, j'allais dire, met la barre sur le cloud, hein, avec encore un autre projet pour accélérer la migration vers le cloud. J'espère que c'est une fuite en avant, mais en tout cas, c'est un mouvement plus que clair, hein. Alors, c'est pas une fuite en avant, c'est une fuite vers le cloud, si on peut dire. Donc, on avait reçu Gérald Carsanti de SAP il y a pas très longtemps, qui avait fait une annonce un peu similaire, mais on va voir quand même qu'elle est un peu différente. C'était Rise for SAP. Et donc là, l'objectif, c'était de proposer un ensemble de solutions avec un interlocuteur unique pour faciliter la migration des ERP, donc ERP et SAP, vers le cloud. Là, c'est un peu la même chose, sauf que la grande différence, c'est que Oracle a son propre cloud, OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Bon, Oracle n'est pas dans le top 3 des fournisseurs de cloud, mais enfin, ça devient un opérateur de services cloud important. Et donc, il propose, je dirais, un ensemble de services gratuits avec un interlocuteur unique pour faciliter la migration vers son cloud, donc le cloud d'Oracle. Alors évidemment, comme dans le monde finalement, rien n'est gratuit. Il y a quand même un certain nombre de limitations, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas à, par exemple, quand vous faites une opération de migration ou quand vous redéfinissez la logique métier de votre application. Donc il y a un certain nombre de limitations sur lesquelles cette offre s'applique. Et puis évidemment, c'est gratuit jusqu'à temps que ça va devenir payant. Et ça devient payant à partir du moment où vous entrez, je dirais, en mode de production. Donc en gros, c'est gratuit pour vous faciliter la tâche dans l'évolution vers le cloud. Et puis évidemment, à partir d'un certain moment, il va falloir passer à la caisse. C'est la caisse. Donc bon, c'est une opération qui va faciliter peut-être la tâche des utilisateurs pour se décider à évoluer vers le cloud. Alors, il dit autre, à dire plutôt événement hein, de la semaine, c'était nos confrères du magazine et du site IT for Business, sur lequel d'ailleurs cette vidéo sera également visible, qui décernaient leur traditionnel Grand Prix du DSI N, donc des DSI numériques de l'année, c'était la 22e édition, hein, parce qu'on rappelle que à l'origine c'est un Grand Prix qui vient de Feu Zéro Informatique. Et cette année, encore une femme à l'honneur, hein, Guy, comme l'année dernière, j'allais dire. Exactement, c'est la deuxième année consécutive. Donc cette année, c'est Alice Guénec qui est donc Grand Prix du DSI de l'année. Alors DSIN, hein, faut pas oublier le N pour numérique. Donc qui est DSIN du groupe SOR. Donc SOR, c'est
on va dire, un industriel qui est spécialisé dans les services d'aménagement ruraux et urbains. Alors, urbains et ruraux d'ailleurs, parce que c'est U et R. Donc, c'est une entreprise qui a été créée quand même enfin, il y a un bon moment, parce que ça date de 1933. Qui représente à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, on peut dire que si c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Donc, ce Grand Prix, comme vous l'avez signalé, c'est le deuxième qui est décerné à une femme. L'année dernière, c'était Véronique Puch qui, elle, est DSIN de la CNAV, dans la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, bon, c'est un beau résultat. On peut mentionner également le Grand Prix du manager pour le numérique. Donc, c'est Patrick Pouyanné de Total. Donc, je dirais une belle cuvée 2021 pour ce Grand Prix de l'année du DSI. À mentionner également que Alice Pouyanné était également DSI for Good. Donc, c'est un prix qu'elle a récupéré en plus, parce qu'il faut rappeler qu'il y a le Grand Prix d'un côté et puis il y a des prix thématiques. Et donc, elle a également reçu ce prix thématique DSI for Good. Donc voilà. Donc maintenant, elle sera, si j'ai bien compris, d'après le fonctionnement du jury, elle sera présidente du jury de l'année prochaine. Et donc, on verra si la règle de 203 s'applique. Si l'année prochaine, on aura encore une femme DSI. Alors Guy, le sujet, j'allais dire fusion-acquisition de la semaine, c'est du côté des États-Unis avec Hitachi, qui rachète un acteur de l'ingénierie, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Global Logic. Alors Hitachi, c'est pas un acteur dont on parle très souvent, hein, donc c'est société d'origine japonaise enfin c'est un conglomérat industriel, donc qui part dans ses activités à des activités informatiques, en particulier dans le domaine du stockage, hein. Il y a Hitachi Data System qui s'appelle Vantara maintenant, et donc Hitachi a décidé de se recentrer sur les activités d'informatique industrielle. Donc, avait racheté Power Grid pour 7 milliards de dollars l'année dernière à un fonds d'investissement suisse, et qui là cette année qui vient de racheter Global Logic pour près de 10 milliards de dollars. Donc, on voit bien que ce recentrage, il se fait à coût de milliards de dollars. Donc, Global Logic, vous l'avez mentionné, hein, c'est une société d'ingénierie qui a été créée en 2000, qui représente près de 20 000 personnes et qui est spécialisée dans l'informatique industrielle. Donc c'est très très spécifique comme domaine d'activité, mais enfin ça concerne notre secteur, et donc c'est un recentrage important pour Hitachi, qu'il était quand même important de mentionner, et étant donné les sommes qu'il consacre à cette évolution. Alors Guy, le sujet de la semaine, c'est un index. L'index on va dire, appeler ça l'index des valeurs du cloud, dont on a déjà parlé, qui a été créé par un cabinet Bessemer Venture Partner, et qui justement a la particularité de regrouper des valeurs du cloud, et dont l'intérêt c'est de voir un peu l'évolution par rapport à l'ensemble de la tech en général, pour ne pas dire de l'économie en général, et c'est assez éclairant quand même. C'est ébouriffant, on pourrait presque dire. Donc c'est un index qui s'appelle EM Cloud, et on a déjà parlé à plusieurs reprises, je dirais, de l'effet Covid sur certaines activités, en particulier les activités du cloud. On avait parlé de Zoom en particulier, dont les résultats de l'année 2020 étaient absolument stratosphériques. Et donc en fait, ce cabinet d'investissement a pris des valeurs du Nasdaq d'entreprises qui sont spécifiquement orientées, dont l'offre est orientée vers le cloud. Donc ça veut dire qu'ils peuvent faire autre chose, mais ils sont quand même principalement orientés vers le cloud. Et alors dedans, vous retrouvez des sociétés comme PayPal, comme Salesforce, comme Adobe, comme Zoom. Donc, je dirais qu'il y en a un certain nombre. Et alors, effectivement, quand on prend cet indice de valeurs sélectionnées dans le cadre du Nasdaq, si on le compare à la fois à d'autres indices, donc au Nasdaq en particulier, mais au S&P et au Dow Jones, les résultats sont absolument spectaculaires, puisque
En fait, cet indice, il a été lancé en août 2013. Et donc, les 4 indices étaient à 100. Et on arrive aujourd'hui, l'indice EM Cloud, il a été multiplié par 10. Alors que dans le même temps, le Nasdaq a été multiplié par 3,5. Le S&P, il a été multiplié par 2,5 et le Dow Jones par 2. Donc vous voyez qu'il y a vraiment, enfin, il y a eu une envolée absolument spectaculaire de toutes ces entreprises orientées au cloud. Si on prend la capitalisation boursière de l'ensemble de ces valeurs qui constituent cet indice, on a dépassé les 2000 milliards de dollars et ça a été multiplié par 3 en 2 ans. Donc 2 ans, ça veut dire qu'on était un peu avant le cloud, mais il y a toute la période, je dirais, depuis le début de l'année 2020, où on est en pleine période Covid. Donc on voit bien les faits absolument spectaculaires. Et donc on en a parlé régulièrement avec tous les interlocuteurs qu'on a pu recevoir dans notre émission, l'invité de la semaine, en expliquant que finalement cette période a eu un effet d'accélération dans la transformation numérique. Et donc, qui dit transformation numérique dit évidemment service cloud. Donc, le constat, il est très clair. Et donc, les chiffres qui sont proposés par ce cabinet BVP sont évidemment extrêmement parlants. Et on peut penser qu'en 2021, puisque la crise malgré tout continue, on est déjà en avril, c'est pas fini. On peut penser qu'en 2021, on va continuer à peu près sur une lancée, je dirais, comparable. Donc, c'est vraiment une accélération à laquelle on assiste en ce moment et qui est extrêmement significative. Très bien. Alors Guy, pour les semaines à venir, c'est toujours des événements évidemment virtuels. Et vous en avez retenu deux, DocuSign et Aruba, pardon, excusez-moi. Aruba, qui donc organisent chacun leur événement. Voilà, donc Aruba, c'est une filiale de HPE, puisque HPE l'a racheté il n'y a pas très longtemps, qui est spécialisée dans les réseaux et qui dont le thème sera, bon, évidemment, centré sur les réseaux, mais centré plus particulièrement sur tout ce qu'on appelle edge computing, donc l'informatique à la périphérie, dont on a parlé également ces derniers temps comme devenant, on ne va pas dire que la périphérie revient au centre, mais enfin, en tout cas, l'informatique à la périphérie devient extrêmement importante. Donc ça, c'est un événement qui aura lieu le 13 et 14 avril, donc la semaine prochaine, non, la semaine d'après. Et puis DocuSign. Donc DocuSign, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est signature électronique. Et donc, elle aussi aura son événement le 13 avril en virtuel, comme vous l'avez mentionné, et qui présentera, je dirais, toutes les avancées dans ce domaine qui est bien sûr est de plus en plus convoité parce que pendant toutes ces périodes où on a organisé des conférences, des réunions en mode distanciel, bah, la signature électronique, c'est quelque chose qui, là encore, certainement que cette période a eu un effet d'accélération. Donc, DocuSign, il y aura certainement des choses intéressantes à dire à l'occasion de cette conférence. Très bien dit. Et on continue, on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. C'est plutôt un coup de cœur. Ça se passe de l'autre côté de la Manche avec les nouveaux billets anglais qui mettent en avant un des cofondateurs ou inventeurs de l'informatique, en l'occurrence Alan Turing. Oui, donc on pourrait dire déjà, c'est un effet du Brexit, puisque s'il n'y avait pas eu le Brexit, il n'y aurait pas eu de nouveaux billets de livres anglaises. Et donc, c'est la Banque d'Angleterre qui a décidé de rendre hommage à Alan Turing sur son billet de 50 livres. Et au passage, donc c'est un hommage à l'informatique, très clairement. En particulier, sur ce billet, il y a, alors maintenant, c'est plus les billets d'antan, il y a tout un tas d'éléments de technologie très avancés, mais en particulier, il y a un certain nombre avec Alan Turing et notamment il y a sa date de naissance qui est écrite en chiffres, en mode binaire, donc c'est intéressant à mentionner. Et je dirais qu'au passage, j'en profite pour mentionner
un film, alors un biopic comme on dit, sur la chaîne Netflix, précisément sur Alan Turing. Donc on rappelle que Alan Turing, ça a été un mathématicien absolument génial, qui a aidé, enfin qui a permis de déchiffrer la machine Enigma, donc la machine qui était utilisée par les Allemands pour échanger des messages. Et donc ce biopic est vraiment, enfin très très intéressant, d'autant plus intéressant que Alan Turing n'est pas un personnage lisse, c'est-à-dire qu'il a eu une histoire très compliquée. Et donc, alors je vais pas, on peut se reporter à l'histoire d'Alan Turing et voir comment ça va se terminer, mais je ne le dévoilerai pas ici. Mais il y a un passage intéressant où, bon, évidemment, à la suite de recherches assez pointues, il arrive à découvrir. Enfin, il y a un peu de hasard aussi dans les choses, puisque dans la vie, il y a toujours un peu de hasard qui permet ou de chance qui permet de favoriser ou pas l'arrivée de quelque chose. Et donc, ils découvrent, ils arrivent à déchiffrer les messages Enigma et donc à connaître la position des navires allemands par rapport aux navires anglais. Et donc, dans l'équipe, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il se trouve qu'il voit qu'il y a un navire allemand qui s'approche d'un navire anglais et qui vraisemblablement va le détruire. Et sur ce navire anglais, il y a un frère de l'équipe de recherche qui a réussi à déchiffrer. Et donc évidemment, il se dit, il faut absolument prévenir l'amirauté tout de suite pour leur dire qu'ils sont en danger. Et bien entendu, la réaction d'Alan Turing dit, non, il faut pas le faire parce que si on le fait, ça montrera que les Allemands savent qu'on a déchiffré leur machine et donc ils vont changer leur système. Et donc en gros, pendant toute la guerre, je dirais la subtilité, ça a été de déchiffrer les messages sans faire comprendre aux Allemands qu'on avait été capable de le faire. Donc il y a une subtilité quand même qui a dû être tout autant complexe que le fait de chiffrer la machine Enigma. Très bien, écoutez, j'invite donc nos lecteurs abonnés à Netflix, j'imagine qu'ils sont nombreux, à regarder entre deux séries, ce documentaire, ce biopic sur la vie d'Alan Turing. En attendant, merci Guy de votre analyse et de votre synthèse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'abord un très beau week-end et une très belle semaine. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.